Depuis 600 ans, pas un seul mot du manuscrit Voynich n'a pu être déchiffré par les plus brillants linguistes de notre ère. Non pas que le code soit trop complexe, mais parce que tout porte à croire qu'il n'a jamais été conçu pour être compris par des mains humaines. Un livre médiéval qui ne vient pas de la Terre. Comment est-ce même possible ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette énigme, en examinant chaque piste, chaque échec, chaque détail étrange qui a mené des cryptographes de renommée mondiale à envisager l'impensable, une provenance qui dépasse notre propre histoire. Nous verrons pourquoi l'hypothèse d'une intelligence non terrestre, ou du moins non humaine, n'est plus une simple spéculation, mais une conclusion tirée de preuves tangibles. L'histoire officielle de ce grimoire commence véritablement en 1912, lorsque le libraire polonais Wilfrid Voynich l'acquiert dans une villa jésuite, la Villa Mondragone, près de Frascati en Italie. Ce qu'il découvre là est un volume d'environ 240 pages, relié dans une peau de vélin et rempli d'une écriture inconnue, accompagné d'illustrations tout aussi énigmatiques. Le parchemin, daté ultérieurement en carbone 14, révèle qu'il a été fabriqué entre 1404 et 1438, plaçant sa création au début du XVe siècle. C'est un artefact de l'époque médiévale, conçu à une période charnière de l'histoire européenne, mais dont le contenu semble défier toutes les connaissances de cette même époque, et de toutes celles qui ont suivi. Avant Wilfrid Voynich, le manuscrit a eu une poignée de propriétaires documentés, tous aussi perplexes que le précédent. Il est passé par les mains de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Rodolphe II de Habsbourg, à la fin du XVIe siècle. Rodolphe II était un collectionneur notoire d'objets étranges et de connaissances occultes. Il aurait payé 600 ducats d'or pour ce livre, croyant qu'il s'agissait de l'œuvre d'un moine alchimiste ou d'une sorte de clé universelle. Plus tard, au XVIIe siècle, il a été étudié par le célèbre érudit jésuite Athanasius Kircher, un polymathe aux connaissances encyclopédiques, capable de déchiffrer des hiéroglyphes égyptiens. Il a passé des années sur le Voynich sans le moindre succès. C'est une lignée ininterrompue d'esprits brillants du XVIIe au XXIe siècle qui se sont cassés les dents sur ces pages. De John Dee, le célèbre astrologue et occultiste de la cour d'Élisabeth Ier, à des cryptographes modernes de la NSA, personne n'a percé sans secret. Le manuscrit est divisé en plusieurs sections thématiques, identifiées par le type d'illustration qu'elles contiennent. Il y a la section botanique, remplie de dessins de plantes qui ne ressemblent à rien de connu sur Terre, puis la section astronomique, avec des constellations inhabituelles et des diagrammes cosmiques défiant l'astronomie de l'époque. La section biologique est peut-être la plus troublante, représentant de minuscules figures féminines nues se baignant dans des bassins interconnectés par des tuyaux complexes, ou flottant dans des organes qui ne ressemblent à rien d'humain. Une section cosmologique dévoile des cartes circulaires et des rouleaux qui semblent décrire des univers multiples ou des structures interdimensionnelles. Enfin, la section pharmacologique et la section des recettes présentent des listes et des instructions, toujours dans cette écriture indéchiffrable. C'est une bibliothèque complète de savoirs inconnus enfermés dans un seul volume. Mais la vraie question n'est pas ce qu'il contient, mais d'où il vient. Et c'est là que nous entrons dans le domaine de l'inexplicable. Le manuscrit Voynich ne se contente pas d'être difficile à déchiffrer. Il défie toutes les règles connues de la linguistique et de la cryptographie. Pendant des décennies, des chercheurs ont appliqué les techniques les plus avancées, celles qui ont permis de briser des codes réputés incassables comme Enigma, et ils se sont heurtés à un mur. Pas une seule fois, pas une seule piste n'a mené à une traduction cohérente. C'est stupéfiant. Prends un instant pour y penser. Comment un texte médiéval, écrit à la main, peut-il résister à 600 ans de tentatives de déchiffrement par des générations de génies ? La structure de son langage est le premier indice troublant. Le texte n'est pas un simple charabia aléatoire. Il présente des caractéristiques statistiques qui sont typiques d'un langage naturel. Il obéit à la loi de Zipf, par exemple, où la fréquence d'un mot est inversement proportionnelle à son rang. Il y a des répétitions de mots, des schémas de lettres, des mots qui apparaissent fréquemment, d'autres rarement. Il y a même une sorte de syntaxe, avec des regroupements de caractères qui ressemblent à des suffixes ou des préfixes, mais qui n'existent dans aucune langue terrestre connue. Mais voici le paradoxe. Si ces statistiques suggèrent un langage, aucun linguiste n'a pu identifier la moindre racine, le moindre son, la moindre grammaire qui puisse le relier à une famille linguistique humaine, ancienne ou moderne. Il ne ressemble ni au latin, ni à l'hébreu, ni à l'arabe, ni aux langues germaniques ou slaves. Rien. C'est un isolat complet,
mais avec la complexité interne d'un système de communication parfaitement fonctionnel. Le cryptanalyste James Sanborn, créateur de l'œuvre chiffrée Cryptos à la CIA, a déclaré que la nature du Voynich est si unique qu'elle rend tout effort de décryptage conventionnel vain. Mais la contradiction la plus frappante réside dans le silence qui entoure cette découverte. Les voynichologues, les spécialistes du manuscrit, s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas d'une fraude simple. La complexité statistique du texte, l'uniformité de l'écriture sur des centaines de pages, sans rature apparente, sans hésitation, et la datation carbone 14 qui prouve son ancienneté, tout cela exclut l'idée d'un canular médiéval de grande envergure. Personne n'aurait eu les moyens intellectuels ou le temps de créer un tel faux à cette époque, avec une telle sophistication linguistique sous-jacente. L'authentification de ces pigments et de son vélin par le laboratoire d'analyse de l'Université de l'Arizona en 2009 confirme qu'il s'agit bien d'un artefact du début du XVe siècle. Il est en fait un objet réel, tangible, et pourtant son contenu demeure aussi impénétrable que le cosmos. Et les illustrations, elles sont le deuxième pilier de cette énigme. Des centaines de plantes y sont dessinées, mais aucune ne correspond à la flore connue sur Terre. Aucune, je dis bien. Comme si un botaniste d'un autre monde avait catalogué sa propre écologie. Les diagrammes astronomiques montrent des corps célestes et des arrangements qui ne correspondent à aucune observation médiévale, ni même à notre compréhension actuelle de l'univers pour certains aspects. Les images biologiques de femmes dans des liquides verdâtres, connectés par des conduits complexes, ne ressemblent à aucune anatomie ou physiologie humaine ou animale identifiée. Est-ce un manuel de médecine extraterrestre ? Une sorte de guide pour une forme de vie que nous n'avons jamais rencontrée? C'est le genre de question que ces images troublantes soulèvent inévitablement. Chaque dessin est méticuleusement exécuté, avec une précision qui suggère une intention scientifique, mais une intention étrangère à notre monde. Alors, face à cette anomalie monumentale, les théories pullulent, chacune tentant de donner un sens à l'insensé, mais toutes se heurtant à des limites infranchissables. La première théorie, souvent avancée, est celle d'un canular, d'une fraude élaborée. L'idée serait qu'un individu génial aurait créé ce livre pour duper un riche collectionneur, comme Rodolphe Tsugain. Le professeur Gordon Rugg, un spécialiste en informatique, a tenté de recréer un texte à la Voynich, en utilisant des grilles et des syllabes. Ces résultats ont montré qu'il est possible de générer un texte qui ressemble au Voynich en termes de propriétés statistiques. Cependant, même Rugg admet que son système, bien que sophistiqué pour l'époque médiévale, est encore loin de la complexité intrinsèque et de la cohérence globale du manuscrit original. De plus, quel aurait été le motif pour une fraude aussi monumentale, nécessitant une ingéniosité et un travail colossal, sans la moindre erreur sur des centaines de pages? Et pourquoi aurait-elle perduré aussi longtemps sans être démasquée? Cette théorie ne tient pas la route face à l'ampleur du défi qu'elle représente. Une autre hypothèse suggère qu'il s'agit d'un langage perdu, d'un code secret indéchiffrable ou d'une langue artificielle conçue pour un usage spécifique, comme la communication entre alchimistes ou membres d'une société secrète. Certes, l'histoire regorge de langues cryptées et d'argot, mais même les codes les plus complexes partent d'une base linguistique reconnaissable. Le manuscrit Voynich ne montre aucune parenté. Si c'est un code, il est tellement perfectionné qu'il défie les principes fondamentaux de la cryptographie moderne. Les textes alchimiques ou kabbalistiques de l'époque, bien que codés, contiennent toujours des symboles et des mots tirés de langues connues. Ici, tout est étranger. Les illustrateurs auraient-ils pris la peine de dessiner des plantes imaginaires, des étoiles jamais vues, pour accompagner un simple code terrestre? Cela semble une distraction inutilement complexe. La théorie la plus audacieuse, et pour beaucoup la plus troublante, est celle qui est implicite dans le titre de notre discussion. Une origine non humaine. Pourquoi cette idée, si farfelue en apparence, gagne-t-elle du terrain chez des penseurs sérieux? Parce que, comme nous l'avons vu, aucune explication terrestre ne peut satisfaire la somme des anomalies. Si le langage est trop complexe pour être une fraude et trop étranger pour être une langue perdue, et si les illustrations décrivent un monde que nous ne connaissons pas, alors la conclusion logique, aussi radicale soit-elle, est que l'information qu'il contient ne provient pas de notre propre biosphère, de notre propre lignée d'évolution intellectuelle. Le manuscrit serait alors un témoignage, une capsule temporelle d'une intelligence venue d'ailleurs, ou d'un savoir tellement en avance sur son temps qu'il semble extraterrestre. C'est là que réside la véritable portée du manuscrit Voynich. Ce n'est pas juste un vieux livre, c'est une porte ouverte sur l'idée que notre histoire est incomplète, que notre compréhension de l'intelligence est limitée,
que nous ne sommes peut-être pas les seuls à avoir laissé une empreinte sur ce monde, ou que le savoir peut venir d'ailleurs, d'un lieu, d'un temps, d'une conscience que nous ne pouvons pas encore saisir. Il se dresse là, palpable et bien réel, dans la bibliothèque Beinecke de l'université de Yale, une preuve matérielle de l'existence d'un mystère qui défie toute explication conventionnelle. Cela change tout, n'est-ce pas ? Il nous confronte à notre propre ignorance, à la possibilité que notre vision de la réalité soit incomplète, limitée par nos propres perspectives. Le manuscrit Voynich demeure un témoignage silencieux et pourtant assourdissant de tout ce qui nous échappe encore. Un défi à la raison, une énigme sculptée dans le temps. Continuez à explorer, car chaque question non résolue nous rapproche d'une vérité bien plus vaste, d'une réalité augmentée. Une vérité qui, je te le promets, changera à nouveau tout ce que tu croyais savoir sur ce qui est possible, sur ce qui nous entoure.